Et merci d'être venu à cette conférence de lancement des cahiers de l'agroécologie, donc édition 2021. Quelques mots sur le programme agro. Donc le postulat qui a prévalu au lancement du programme agro, c'est de dire le savoir-faire technologique pour la transition agroécologique est détenu par les agriculteurs, et en particulier les agriculteurs pionniers, auprès desquels il faut collecter ces savoir-faire, ces connaissances, ces pratiques, ces expériences, les rationaliser pour les rendre diffusables et les partager avec le plus grand nombre pour que chacun puisse s'approprier ces techniques et les adapter à sa situation. Donc le programme agro fonctionne en observant, en aidant des agriculteurs pionniers à rationaliser leurs expérimentations, ce qui sort de nouvelles techniques que l'on peut tester sur un plus grand nombre avec des agriculteurs sensibilisés à l'agroécologie mais qui la découvrent. On découvre de nouveaux problèmes, ce qui construit de nouveaux protocoles d'expérimentation qui reviennent chez les pionniers qui sont plus habitués à faire de l'expérimentation. Et ici, on a un système qui, en flux continu, permet d'aller dans une démarche d'amélioration continue. Les trois piliers de l'agroécologie au sein de l'agro, la couverture végétale, et de récentes études à travers le suivi de performance qui est réalisé par les partenaires du programme montrent que le temps de couverture est un levier majeur sur la qualité des sols, en particulier le rapport matière organique sur argile, où on observe qu'il est optimum chez les gens qui ont eu un temps de couverture supérieur à 300 jours. La réduction du travail du sol, en lien forcément avec le temps de couverture, parce que moins on travaille le sol, plus le sol reste couvert. Mais il y a aussi les phénomènes d'oxygénation qui peuvent accélérer le cycle de la matière organique. Et la troisième dimension qui peut arriver quand on maîtrise toutes ces techniques de base, qui est d'optimiser la photosynthèse en installant un étage supérieur au travers des arbres. Plus les effets, bien sûr, biodiversité et contrôle bioclimatique. Donc le programme agro, pour mettre en avant toutes ces techniques, c'est un réseau de réseaux en fait. Donc faciliter la mutualisation des savoir-faire au niveau des accompagnants de la transition agroécologique, chambre d'agriculture, sociétés de conseil, conseils indépendants, coopératives, voilà, tous les acteurs du développement agricole. Au travers de comités techniques, on partage nos expériences d'agents de développement, ce qui nous permet aussi de monter en compétences. Faire remonter des besoins au niveau de la recherche, donc un lien avec des instituts comme Arvalis et des centres de recherche comme l'INRAE. Mettre en place des formations, donc là c'est sur la diffusion de pratiques que l'on a observées comme vertueuses dans le réseau. Donc ce sont des formations qui sont construites sur mesure à partir du travail de terrain qui est fait par l'ensemble des partenaires du réseau. Et donc un gros travail aussi de capitalisation dont nous avons aujourd'hui un aboutissement au travers de ces cahiers de l'agroécologie. Au sein des partenaires, voilà, nous avons des outils en commun qui nous permettent aussi de rationaliser nos méthodes et de pouvoir avoir des comparaisons qui soient significatives puisqu'on a partagé des protocoles, des outils, la manière de les mettre en œuvre et d'analyser les résultats. Et aussi quelques points financiers avec l'utilisation, on peut arriver à quelques économies d'échelle. Donc un des objectifs du programme agro, c'est bien d'accélérer la transition agroécologique à l'échelle du territoire. Et en fait, cela passe par la mise en réseau de différents acteurs. Donc, comme Philippe vous l'a dit, agriculteurs, organismes techniques et monde de la recherche. Sur le terrain, cela va se traduire par l'animation de collectifs d'agriculteurs où l'on y partage des idées, des projets, des résultats d'essais, où on y partage aussi pas mal d'expériences techniques. Et on va aussi mutualiser les outils et les méthodes de suivi. Donc il faut savoir que l'animation de collectifs d'agriculteurs, c'est vraiment un outil performant pour accompagner le changement de pratiques agricoles. C'est un peu comme du conseil 2.0.
c'est-à-dire qu'on crée une dynamique sur un territoire et on y fait émerger des solutions techniques qui sont issues des expériences même des agriculteurs. Et de plus en plus, on cherche aussi à intégrer les collectivités territoriales pour vraiment les impliquer dans des projets de transition agroécologique. Donc en plus de l'animation technique que l'on fait sur le terrain, le réseau d'acteurs vit le reste du temps sur Landfiles. Alors Landfiles, c'est une plateforme collaborative où l'on y échange des connaissances et où l'on y partage des expériences pour réaliser la transition agroécologique. Donc c'est vraiment une plateforme qui a été créée pour les agriculteurs et qui joue un rôle de catalyseur de la transition agroécologique. Donc on vous parle d'un réseau, quelques éléments pratico-pratiques pour que vous vous représentiez ce que c'est. Donc on parlait d'agriculteurs pionniers, dans l'agro on a des hyper pionniers, 8 fermes expérimentales qui ont 4, 5, 6 essais par année sur des thématiques qu'elles ont choisies en accord avec le coordinateur technique Quentin qui est là avec moi, et Joël Barthes qui interviendra tout à l'heure fait partie de ces fermes XT. 100 fermes partenaires, donc ce sont des fermes qui acceptent que l'on aille suivre l'itinéraire technique d'une parcelle en particulier au fil des ans, sur laquelle on va faire des mesures de performance agroécologique, en particulier ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'analyse de l'évolution du taux de matière organique en rapport avec le temps de couverture, l'indice de perturbation du sol et le taux d'utilisation d'herbicides. Aujourd'hui, ce sont 664 fermes qui sont impactées au travers de Landfiles. Donc ça, ce sont 664 impacts mesurés. Il y a bien sûr tout ce qui nous échappe, qui est informel, où on n'a pas la trace du contact. Ça peut être des échanges entre agriculteurs, donc il veut voir, bien sûr, là-dessus, on n'a pas le moyen d'enregistrer. Agro est piloté par des agriculteurs qui sont réunis dans un COPIL, comité de pilotage, qui tiendra d'ailleurs une réunion en fin de journée. Et donc 6 groupes thématiques sur Landfile qui animent toute cette communauté, pour citer les groupes les plus importants et où il y a le plus d'essais en ce moment, les biostimulants et l'usage des couverts, en particulier les couverts d'été. Donc comme le disais au début, le savoir-faire est détenu par les agriculteurs. Alors les pionniers bien sûr en premier lieu, mais des agriculteurs qui s'engagent dans l'agroécologie peuvent aussi amener des idées nouvelles, et d'où l'importance de Landfile, où on peut à travers un smartphone faire des enregistrements directement au champ qui peuvent servir de carnet de ferme, de notes pour soi-même, pour faire évoluer ces pratiques, et qui permettent à un seul clic aussi d'échanger avec les autres, et donc à d'autres agriculteurs ou à des conseillers d'avoir accès à cette information, de la reprendre, de l'enrichir et de la repartager. Bien sûr, pour analyser quelles sont les pratiques les plus efficaces, il est important d'avoir des programmes d'essai coordonnés à l'échelle du bassin, et pour lesquels on a les éléments de contexte, en particulier pédoclimatique, ce qui permet d'identifier quels outils pour quelle situation. Voilà. Et l'importance d'avoir un outil de mesure comme le suivi de performance, c'est aussi pour savoir si toutes les actions qu'on met en œuvre produisent effectivement les effets attendus, ou s'il faut corriger le tir. Ça mesure, on est dans l'opinion, on n'est pas dans l'évolution technique. Du coup, parmi les moyens d'acquisition de référence que nous avons, que nous mettons en place, il y a des essais, comme a pu le présenter Philippe, qui sont menés sur 8 fermes expérimentales qui sont réparties sur l'ensemble du sud-ouest, dans des contextes pédoclimatiques très, très différents. On va du Pays Basque jusqu'au plateau aveyronais, qui est le cas de Joël qu'on va voir juste après. Ce sont des systèmes en polyculture ou en polyculture élevage. On a également des groupes thématiques
où on travaille les couverts d'été. Donc l'axe de travail depuis 3 ans maintenant, ce sont les semis à la volée de couverts d'été avant moisson, pour maximiser les chances de réussite qui sont plutôt délicates et de plus en plus avec les aléas climatiques que nous rencontrons. Et on travaille également avec un groupe d'agriculteurs sur les biostimulants, notamment les biostimulants produits à la ferme avec les EM, micro-organismes efficaces, qui sont tout un cortège de bactéries et de levures en anaérobiose, et les thés de compost oxygénés, qui eux sont tout un cortège de bactéries, levures, champignons, donc en aérobie. Voilà, on teste ces produits sous différentes applications, que ce soit en foliaire, en enrobage de semences, en localisé, en fertilisation. On brosse un peu tout ça dans différentes recettes, différents modes d'application, différents contextes, etc. On a également des essais individuels et ponctuels, qui sont conduits par nos partenaires techniques, des techniciens de chambre essentiellement. Voilà. Tous ces essais sont présentés dans les cahiers de l'agroécologie, qui en fait est un travail collectif. C'est la production de 2 années consécutives qui présente les résultats des essais, qui les contextualise. Ce sont des essais au champ où on tente de répondre aux différentes problématiques qu'on rencontre sur les territoires, des problématiques d'érosion des sols. Et donc là, beaucoup de labour, beaucoup de cultures annuelles, et sur des sols, je ne sais pas si vous connaissez Sarah Sengla, elle dit tout le temps, c'est une voisine à moi, elle dit c'est les meilleures terres en France. C'est presque les meilleures terres en France, c'est vrai. Par contre, on a quand même une contrainte climatique importante parce qu'on est à 900 mètres d'altitude. Et donc il fait froid tard le printemps et il fait froid tôt l'automne. Donc on n'a pas beaucoup de minéralisation. On a des sols, globalement, c'est sablo-limoneux, c'est 10% d'argile, 10-15% d'argile. C'est du sable et après on est entre 4 et 10 de matière organique. C'est des terres noires qui ressemblent un peu aux terres de l'Ukraine. Voilà, donc en 2003, avec toutes ces vaches et tous ces labours, on s'est retrouvé que la terre, elle finissait tout à Bordeaux. Parce qu'en plus, on est sur des sols très vallonnés. Et donc là, je me suis dit, ça ne peut pas durer, sinon bientôt, tu n'auras que des cailloux au bout des champs. Et au lieu de travailler 55 hectares, tu en travailleras 25. Et donc, c'est là qu'a démarré le semis direct en 2003. On a démarré par le semis de céréales en 2003. Parce que c'était une culture d'automne, on savait que ça marchait à peu près. Les prairies, on pensait que la graine était trop petite, que ça ne marcherait pas. Et le maïs, la graine était trop grosse, c'était une culture de printemps en plus, donc on se disait que ça ne marcherait pas. Donc on a démarré par le maïs en 2003. Les prairies, on s'y est mis en 2004-5. Et depuis 2009-10, tout est en semi-direct, sous couvert végétal. Céréales, prairies, maïs, tout ce qu'on peut semer, c'est un semi-direct. Voilà, entre-temps, on a créé l'association Clé de Sol, donc avec Sarah Sengla. Et vite, le problème qui nous a rattrapés, c'est qu'on a eu des problèmes d'adventice. On s'est retrouvé avec des graminées un peu partout. Et quand on a creusé le truc, on s'est rendu compte qu'en fait, ça venait qu'on n'avait pas assez de culture de printemps. Parce qu'en fait, on était toujours sur des désherbages d'automne, toujours sur la même période. Et donc, voilà, à partir de là, on a essayé de modifier les rotations. Et voilà, j'ai participé à la création du programme agro et, voilà, et depuis 2017-18, je suis ferme expert ou je ne sais plus, mais bon bref, voilà, je participe aux essais agro. Ok, merci Joël. Oui, donc ça fait à peu près plus de 18 ans que tu as initié le semi-direct sur ton système. Maintenant, je te propose qu'on rentre vraiment dans ton système. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu et nous dire quels sont tes objectifs ? Et bon, même si tu en as déjà un peu parlé, mais bien insister sur les atouts et les contraintes de ton environnement, de ton territoire. Oui, donc aujourd'hui la ferme c'est 70 hectares, on s'est un peu agrandi. Avec des bovins de lait, des bovins de viande, on a toujours à peu près 90 UGV. Et en plus de ça, on fait une dizaine d'hectares de blé pour la meunerie. Donc voilà, je suis tout seul sur la ferme. Bon, ma femme m'aide un peu, ce matin elle m'a dit à traire les vaches à 4 heures.
le climat c'est compliqué parce que voilà, il fait froid tard. Chez nous, je sais pas, pour vous donner un repère, les ensilages d'herbe c'est début juin. Les moissons des blés c'est 10 août. L'été a tendance à devenir de plus en plus sec, donc les couverts d'été c'est compliqué. Et après on est zone de vigilance, c'est pas tout à fait ça, mais on est bassin versant du lac de Parloup qui est la première retenue d'eau potable de l'Aveyron. Et donc voilà, moi ça m'interpelle un peu et je me dis il ne faut pas quand même que les usagers se retrouvent avec de l'eau. Enfin, entre temps il y a les usines de traitement, mais moins l'eau sera polluée et plus simple ça sera pour tout le monde. Donc l'objectif c'est qu'à la sortie du champ, l'eau soit la plus propre possible. D'accord, ok. Merci Joël. Est-ce que maintenant on peut passer à ta rotation? Quelle est ta rotation aujourd'hui et quels en sont les atouts agronomiques? Pourquoi tu l'as construit de cette manière? Bon, la rotation, vous la voyez à l'écran là, elle est de 8 ans, voire 9 peut-être, je ne sais plus. Le problème de cette rotation, c'est qu'elle est longue et qu'avant la fin de la carrière, je n'aurais pas fait beaucoup de tours. Mais bon, globalement, elle démarre par une prairie, soit de la luzerne, soit une prairie temporaire, qui reste en place 3 ans. Derrière, on fait un blé, donc une culture d'automne. Derrière ce blé, on implante un couvert d'hiver. Alors, on a essayé tout un tas d'implantations. On a mis du trèfle sous du blé, on a mis des couverts d'été, on a mis tout un tas de trucs. Sauf qu'on se rend compte que quand on a des objectifs de rendement de 90 quintaux, le trèfle dessous, le pauvre, il ne respire pas beaucoup. Il sort, il naît, il pousse un peu, et puis finalement, il disparaît, surtout s'il fait sec. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, comme on moissonne tard, on a avancé la date de semis des couverts d'hiver. Donc, on moissonne vers le début août, les blés, et les couverts d'hiver qu'on semait plutôt début octobre, on va les semer là, la semaine prochaine. Donc, en fait, on a un mois là, on a un mois où le sol, il n'y a rien, mais par contre, quoi qu'on y mette, bon, cette année, ça aurait été exceptionnel, on aurait pu faire des trucs, mais cette année, on s'en est au 20 août, donc c'était pas pareil. On était aussi contraints par ça. Mais donc, on a avancé la date de semis des couverts d'hiver, puisque les couverts semés sous la culture de blé, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi. Donc, après, on met un couvert d'hiver. Ce couvert d'hiver, on le détruit, on met un maïs qu'on va ensiler. Derrière ce maïs qu'on ensile début octobre, on ressème vite un blé. Derrière ce blé, on remet un métail qu'on va ensiler. La différence entre le métail et le couvert ça reste au sol, le métail on ensile. Donc derrière ce métail ensilé, là on est en train de chercher qu'est-ce qu'il faut faire, parce que ça c'est la deuxième, c'est aussi une culture au printemps, une culture d'automne, pardon, le métail ensilé, et après on mettrait un couvert d'été, ça c'est la culture au printemps. Et ce couvert d'été, aujourd'hui on est en train de chercher quel est le bon, donc on a des essais, 3, 4, 5 essais différents là, cette année, entre du sorgho, du tournesol avec du noix, du sorgho avalé, du tournesol avec du lin, et le cinquième je ne sais plus. Bon voilà, là c'est le truc aujourd'hui qui nous pose un peu problème, parce que même du sorgho se met chez nous, on va dire au 10 juin après l'ensilage de métail. L'année dernière il a eu sec, cette année il n'y a pas eu de soleil, et donc voilà, on ne sait pas, il faudra trouver un truc. Donc derrière ce couvert ensilé, on remet un blé, et derrière le blé, on met un riga italien pour faire de la luzerne. Le riga italien, on l'ensile et on fait de la luzerne au printemps d'après. Et si on fait une prairie de trèfle violet riga, on la fait direct derrière le blé. Et là, on retombe sur notre prairie de 3 ans. Et Joël, du coup, tu as construit cette rotation pour mieux gérer le salissement de tes parcelles. Rapidement, quels sont les leviers non, tu peux juste... quels sont les leviers l'alternance de culture de printemps, culture d'hiver? Oui, mais là, dans la rotation, comme vous pouvez le voir, il y a du maïs ensilage, il y a des couverts d'été ensilés, et il y a de la luzerne. Ça, c'est 3 cultures qu'on implante au printemps. Et en parallèle, il y a 3 cultures de blé qu'on implante à l'automne. Donc ça nous permet de gérer un peu le salissement, pas mal. Et ce qui nous aide le plus à le gérer, c'est la prairie temporaire ou la luzerne, qui est fauchée pendant 3 ans. Et là, ça, c'est le top. Donc ça déstocke aussi
les graines d'adventice. Oui, mais puis quand on a un silo qu'on fauche, les adventistes ne sont pas arrivés à maturité, donc on n'a pas de... Okay. Le stock de graines ne se multiplie pas. Du coup, il y a aussi la pratique du semis direct, le fait que tu couvres au maximum ton sol, le fait que tu cherches aussi à réduire l'utilisation des produits phyto, insecticides, fongicides. Donc on voit vraiment qu'on est dans un système où on cherche à maximiser la biodiversité à différentes strates, avec aussi une rotation qui est bien... qui est robuste. Oui, après, insecticides, on n'utilise pas. Oui. Fongicides et désherbants, on est en bas volume, donc voilà, on fait avec des microdoses. On est tout avec le pulvé dans le champ. Ça, les voisins, ils font comme dire ça, que je traite 4 fois plus qu'eux. Sauf que je traite 4 fois plus qu'eux avec 10 fois moins de doses. Donc à la sortie, j'ai quand même utilisé 2,5 fois moins de produits qu'eux. Ok, super. Merci Joël. Maintenant, quelles sont les problématiques que tu rencontres aujourd'hui et s'il te plaît, peux-tu nous dire les leviers que tu as actionnés pour répondre à ces problématiques? Ouais, bon, mais alors, la difficulté d'implantation des couverts d'été, j'en ai déjà un peu parlé. On a essayé de mettre des couverts sur les céréales, mais avec les objectifs de rendement qu'on a, ça ne marche pas, puisque le blé nous étouffe le couvert. Les semis derrière la moissonneuse, ça ne marche pas non plus parce qu'il fait sec et on n'a qu'un mois devant nous pour remettre un truc à l'automne. Donc on ne crée pas grande biomasse. Donc ce qu'on a fait, je l'ai dit, c'est d'avancer le semis des cultures d'automne. Le départ difficile du maïs dans le semi-direct, ça c'est un problème, parce qu'en fait la terre est froide chez nous, très froide, et bon, quand il me dit semoradin, j'ai dit tu viendras ramasser les pierres, parce que c'est une pierre chez nous. Donc le semoradin c'est pas possible. Retarder les dates de semis, ça c'est ce que tout le monde dit, mais quand on a ces températures, quand on n'en a pas assez, si on retarde les degrés perdus, ils sont perdus, on ne les rattrapera pas. Donc les semis, on est obligé de les faire, nous, 10 mai, dernier carat, il faut avoir semé le maïs. Sinon, si on sème du maïs au 10 juin, chez nous, on fait un indice 180 et on a du maïs ou on n'en a pas. C'est la loterie. Et donc là, on a essayé des essais de biostimulants cette année. Bon, on n'a pas pesé encore. Quand on va venir le faire, on a fait les mêmes choses sur le blé. Ça... Bon, voilà. Les résultats ne sont pas là. Les biostimulants ont été plutôt dépressifs. Alors je dis à Quentin, ironiquement, c'est que le protocole de l'agriculteur est trop bon. C'est pour ça que les biostimulants n'ont pas fait d'effet. Mais bon, voilà. Ça, c'était ironique. Et alors le souci qu'on a aussi, puisque dans les rotations il faudrait quand même beaucoup de légumineuses, et nous les légumineuses chez nous, elles poussent, enfin elles sont en place jusqu'au printemps, et puis au printemps, les légumineuses annuelles, pardon. Au printemps ça disparaît parce qu'un coup il gèle, un coup il fait froid, un coup il y a trop d'eau, un coup... Je sais pas, mais on fait de la févrole chez nous, elle est là jusqu'au mois de mars, et puis après il n'y a plus rien. On fait de la veste, c'est compliqué, voilà, toutes les légumineuses de printemps sont compliquées. Toutes les légumineuses annuelles, pardon, sont compliquées à faire venir chez nous. Et ça, c'est un gros problème parce qu'avec les vaches laitières et le maïs, on est quand même dépendant en protéines et là, on n'arrive pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas la solution. Ok, merci Joël. Alors, depuis 2018, il me semble que tu es ferme expérimentale agro. Comment ça se traduit sur ton système et pourquoi tu es devenue en fait ferme expérimentale agro? Qu'est-ce qui te motive? Oui, ce qui m'a motivé pour devenir ferme expérimental agro, je ne sais pas, c'est comme la Fortement de Vendée. Tu vois. Et non, en fait, ce qui est quand même motivant, c'est que des essais, j'en ai toujours mis en place chez moi. Pour les faire, c'est facile. Pour les semer, c'est facile. Pour les récolter et arriver au bout, c'est beaucoup plus compliqué s'il n'y a personne. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Xavier Barra, je suis agronome et je travaille, on est partenaire depuis 2018, on a initié un partenariat. Je travaille dans une SCOP qui fait de la formation et du conseil en élevage herbivore durable, enfin en essai en tout cas. Donc on travaille depuis 2012. Il y a 2 salariés actuellement, un collègue à moi qui est plutôt agroforestier, et moi qui travaille plutôt sur l'élevage et la gestion des prairies, avec l'objectif de travailler à une maximisation du pâturage dans les exploitations. Ce n'est pas toujours évident, à la fois pour des questions climatiques, de zones climatiques, mais aussi pour des questions d'esprit et de formatation d'esprit.
dans certains élevages. Voilà, donc on travaille nous-mêmes avec un réseau de partenaires depuis une dizaine d'années. Donc ici, en Haute-Garonne, très spécifiquement, on a initié ce travail avec LVA 31. C'est une association d'éleveurs qui appartient au réseau LVA France. Donc là, on a travaillé au sud-ouest avec les réseaux LVA. J'ai travaillé avec quelques organisations agro-bio, CIVAM, en 46, 82, 24, 47. Quelques chambres d'agriculture, pas tout, mais quelques chambres, on arrive. Les JA du 65, qui a noté aussi. Quelques groupes locaux, on retrouve des groupes agriculture de conservation sur les hauts-81. Et puis actuellement, quelques groupes violets qui travaillent un peu sur la partie sud-ouest séchant en pâturage commun. Donc on a une méthode de travail qui est assez particulière, moi, ce que j'appelle la formation action. C'est-à-dire qu'on est des conseillers, c'est vrai, techniques, c'est vrai, mais on ne fait pas payer les gens. On essaie d'utiliser et de mobiliser le maximum les fonds d'IVA, les fonds de formation pour lesquels ils ont déjà payé des cotisations. Donc on fait de la formation action. Alors ça veut dire quoi pour la formation? Ça veut dire qu'on fait de la formation longue. On s'engage sur des parcours avec des gens de 21 à 40 heures de parcours, ce qui fait qu'on les voit plusieurs fois dans l'année. Donc on se rencontre avec les exploitants pour replanifier les systèmes, adapter les pratiques en fonction de l'année. La gestion des saisons est importante en herbe. Enfin, quand on gère de l'herbe, il faut absolument s'attacher à gérer le climat, à s'adapter au climat. Donc il y a des rencontres qui s'organisent chez les exploitants pour tourner comme ça et apprendre avec eux et puis transférer des pratiques d'adaptation. Et ces moments de rencontre sont aussi parfois des moments de bilan et donc de réinterprétation des pratiques qui nous permettent d'accumuler du savoir et des connaissances co-construits en fait, entre les éleveurs et nous. Donc ça c'est un peu notre marque de fabrique en termes d'action de formation. Je ne fais pas de formation courte, je ne fais pas de formation une journée, je fais que des formations de 3 à 7 jours. Donc je vois les éleveurs 3 à 7 fois dans l'année où ils commencent à travailler en formation. Donc ce travail nous a permis de... Aujourd'hui on a accompagné à peu près 600 éleveurs sur tout le sud-ouest. On a mis en place, enfin ils ont mis en place, l'équivalent d'à peu près 8000 hectares de pâturage en dynamique sur tout le sud-ouest. On a commencé à travailler un peu en agroforesterie depuis 2018. Et là, il y a eu à peu près une soixantaine d'éleveurs qui ont mis en place des choses. Ce qui fait qu'aussi, aujourd'hui, la vision qu'on avait peut-être au démarrage, qui était beaucoup plus, comment dire, on va faire du PTD, on va faire du pâturage tournant, et puis après on va faire de l'agroforesterie en gérant l'autonomie alimentaire, et puis à la fin, on va travailler sur les signes de qualité pour cet élevage-là. Aujourd'hui, on a une notion qui est assez claire sur comment faire en sorte que l'élevage, qu'il soit bovin allaitant ou bovin laitier, devienne ou s'améliore pour devenir durable dans le sud-ouest, sachant qu'on a des problématiques d'été séchant sur certaines zones, pas partout. Maximiser le pâturage, donc travailler sur les couverts pour essayer de faire du pâturage dans des périodes où on n'est pas habitué à le faire. Maximiser l'autonomie alimentaire par ce biais-là. Donc via les couverts et les cultures de grains que les gens arrivent à travailler, on arrive aussi à diminuer les achats et les achats concentrés et ça améliore la situation économique de certaines exploitations. Ça permet aussi d'optimiser la gestion des sols, cette histoire de travailler le pâturage, les prairies, les couverts. Ça permet de travailler la gestion de la fertilité des sols, l'entretien de cette fertilité, mais aussi le maintien des sols et l'amélioration des sols avec de la captation carbone dans les sols notamment. Et c'est vrai que développer l'agroforesterie devient quelque chose d'assez fort depuis 2-3 ans. Donc on a beaucoup d'éleveurs qui ont déjà fait du PTD, ont déjà mis en place des cloisonnements parcellaires, ils ont tout réorganisé, et maintenant ils nous disent bon, mais maintenant il faudrait qu'on passe à l'agroforesterie parce qu'il manque d'ombrage dans nos prairies, parce qu'on veut protéger les animaux parce qu'ils sont longtemps dehors, etc. Donc on a un apport de l'agroforesterie pour le bien-être de l'animal aussi, qui devient important. La participation dans l'agro, c'est vrai que ça nous a permis de travailler et d'approfondir cette question d'agroforesterie
dans les élevages qui avaient déjà adopté le PTD. Ça nous permet de sensibiliser à l'intégration de l'agroforesterie. Alors, comme je disais tout à l'heure, dans les zones humides, les zones comme Pays Basque, Béarn, le nord de la Dordogne, on se pose moins la question de l'arbre, mais dans les zones de sud-ouest séchant, c'est vrai que ça devient très très intéressant quand vous avez des animaux qui restent entre 250 et 300 jours dehors au pâturage, d'avoir de l'arbre. Donc ça devient quelque chose d'important pour l'atténuation et pour l'adaptation des espèces. Dans les zones plus humides, je dois dire que c'est encore quelque chose qui est à discuter parce que souvent les gens ont une expectative de schéma productif vis-à-vis de l'arbre. Comment est-ce qu'on rend l'arbre, en plus d'être un arbre de bien-être, comment est-ce qu'on rend l'arbre aussi utile à l'économie de l'exploitation. Donc on est sur d'autres schémas, des pré-vergers, des choses comme ça qui commencent à apparaître. On utilise beaucoup les groupes Landfile pour s'inspirer des expériences des autres. Et on utilise un peu le programme agro également pour développer de nouveaux programmes. Par exemple, on a déposé des projets d'accompagnement à la promotion de la haie en Occitanie. Ou alors on est en train de discuter le montage d'une filière herbivore et durable dans toute l'Aquitaine et dans tout l'ouest Occitanie avec les éleveurs qui ont déjà adopté le PTD, le pâturage tournant, pour essayer d'avoir une reconnaissance sur cette action. On a réalisé en 2019 et on continue de réaliser une étude qui s'appelle Système polyculture élevage herbivore innovant en Nouvelle-Aquitaine et Ouest Occitanie. Elle s'est basée sur le travail d'étudiants. En fait, elle a repris une vingtaine d'exploitations qui ont adopté le PTD à large échelle depuis 2014-2013. Et donc, on a publié une étude dans le cadre du programme agro qui s'appelle « Vers une gestion adaptative des prairies multi-espèces et une maximisation du pâturage dans les systèmes herbagers du sud-ouest ». Donc, cette étude, elle est à libre disposition. Elle peut intéresser peut-être des collectivités, elle peut intéresser des conseillers techniques, elle peut intéresser les coopératives, j'espère. Parce qu'on a quand même un blocage, je pense, un peu technique sur l'apprentissage du pâturage et de la gestion au pâturage dans les systèmes filières déjà organisés. Je pense qu'on a un petit blocage technique là-dessus. Et cette année, on a travaillé la même étude, on l'a prolongée sur les systèmes laitiers bio. Et ce qui nous a permis, notamment, les principales conclusions peut-être de cette étude, c'est de se dire, ben voilà, 300 jours de pâturage en zone humide ou sèche avec irrigation économe, c'est possible. Alors quand je dis pâturage, c'est pâturage. C'est pas j'ai les animaux dans les prairies et j'ai pas d'herbe. C'est je pâture. Donc on peut faire 300 jours de pâturage dans les zones humides du sud-ouest ou dans les zones sèches si on a de l'irrigation. Et en zone séchante, les expectatives qu'on peut avoir, c'est à assurer 2 tiers de rationnement annuel par du pâturage. Pâturage de prairie ou pâturage de couvert. C'est pas seulement du pâturage de couvert. Avec moins de 50% de la SAU occupée. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire 2 tiers avec moins de 50%. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités d'optimisation au pâturage qui sont assez importantes. En plus de ça, si on ajoute l'agroforesterie, on va avoir à la fois au pâturage plus de l'agroforesterie, plus de l'autonomie élémentaire des haies couvertes. On arrive à faire des économies d'énergie, de concentrer, puisqu'on pâture, on travaille moins le sol, on travaille moins les récoltes, etc. De concentrer acheter, puisqu'on pâture, on a de la qualité d'herbe au pâturage qui est maintenue, ce qui fait qu'on a moins de besoin de concentrer acheter, de rééquilibre de rémunération. En intra-externe, on n'a pas d'azote dans les systèmes pâturants, on met plus d'azote. On a des bilans uniques positifs, puisqu'on rallonge aussi la durée de vie des prairies. Et en plus, on a des bilans gestes positifs. Moi, j'ai des exploitations, si on calcule bien tout ce qui capte, ils ont des bilans gestes positifs. Des exploitations d'élevage herbivore. D'accord ? Et en fait, une des principales limites au développement de systèmes de pâturage, je pense que c'est plus dans les conditions foncières des exploitations. C'est-à-dire quel est le format foncier que j'occupe. Est-ce que je suis extrêmement divisé sur mon exploitation ou est-ce que j'ai un parcellaire regroupé qui me permet d'optimiser du pâturage? Ce qui veut dire que si on veut promouvoir des politiques de développement pour redévelopper l'élevage un peu
en Nouvelle-Aquitaine et Ouest-Occitanie, on est quand même sur des zones qui sont en déprise d'élevage. Il y a beaucoup de régions où je travaille, c'est pas très joyeux l'élevage. Il va venir à manquer, mais il manque un peu déjà. Il faut absolument s'appuyer sur les autres dynamiques qui existent au niveau micro-régional, et il faut absolument coordonner les actions au niveau des territoires qui articulent à la fois la question de l'accès au foncier. Si on n'a pas des redéploiements de foncier qui permettent de faire des systèmes de pâturage cohérents, c'est un petit peu compliqué de motiver les éleveurs à promouvoir le pâturage. D'accès à l'eau, les histoires de retenue collinaire et de partage collectif de l'eau, ça peut être intéressant aussi pour la gestion des zones de pâturage. On peut irriguer des prairies, pas tout le temps, pas n'importe quand, mais on peut le faire pour promouvoir le pâturage. Les cahiers de l'agroécologie édition 2021, la sortie officielle pour tout le monde, elle sera le 20 septembre à l'issue du salon via une plateforme de téléchargement. Et donc nous avons à votre disposition des cartes postales avec un QR code qui vous permettront de partager ce document. Voilà. Maintenant, je vous invite à nous suivre. Nous avons une petite réception et je veux en particulier remercier l'ensemble des financeurs, sans qui, bien sûr, il n'y aurait pas de programme agro, puisque le temps, c'est de l'argent et l'expérimentation, c'est aussi des moyens qui sont nécessaires. Merci.